Et nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir pour cette première conférence Arnaud Tessier, qui sort une biographie magnifique de Philippe Séguin. Dans quelques minutes, mon alter ego, Dominique Jamais, va vous présenter cet aspect d'Arnaud Tessier, mais je voudrais vous dire quelques mots de lui, même si beaucoup vous le connaissez déjà, bien sûr. Arnaud Tessier a une, si je puis me permettre, une double casquette, puisqu'il est à la fois normalien et il est également énarque. Il est donc haut fonctionnaire, mais également universitaire, historien. Il a été professeur associé à l'université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, qui est, on va dire, la sœur jumelle, la sœur ennemie, mais il y a une forme de confraternité également avec ma propre université, Paris-Sorbonne, bientôt Sorbonne Université à partir du 1er janvier prochain. Et il est aujourd'hui professeur associé à l'école normale supérieure. Il nous a donné une tétralogie de biographies absolument magnifiques. Je me permets de les rappeler. Richelieu tout d'abord, bien évidemment, quand on a l'État chevillé au corps, on pense, et au cœur, à Richelieu, donc première très très grande biographie. Louis-Philippe, alors Louis-Philippe, il a mauvaise presse, c'est le roi bourgeois, mais énormément de réformes ont été accomplies sous son règne, et dans la biographie d'Arnaud Tessier, on a justement le détail de ces réformes. Peggy, alors Peggy c'est le catholicisme, Peggy c'est l'école, Peggy c'est aussi bien évidemment la patrie. Et puis une grande biographie du maréchal Lyautey, l'ordre, la verticalité, l'Afrique, le monde arabe. Et il manquait bien évidemment une cinquième biographie. Arnaud Tessier connaît sur le bout des doigts Philippe Séguin, puisqu'il a démarré sa carrière de haut fonctionnaire à ses côtés. Et donc, il nous a donné cette belle biographie de Philippe Séguin. Dominique, à toi. Merci. C'est nécessaire d'avoir le micro ou... Oui, d'accord. Il faut demander au plan du fond. Oh non, pas de problème. Oui, je vous remercie, Arnaud Tessier, d'avoir répondu à l'invitation de l'Unité nationale citoyenne. C'est le nom, vous le savez, de l'association à but non lucratif qui vous invite ce soir. Et c'est une invitation pour dire vite une association pour dire vite les choses, qui se réclame du gaullisme ou du post-gaullisme. Vous me direz que ça n'est pas très original, puisque tout le monde est gaulliste aujourd'hui. André Malraux l'avait prévu, l'avait dit. Tout le monde est gaulliste. La différence que nous revendiquons, c'est que pour nous, ce mot a un sens. Et donc ceci seul suffit à nous distinguer d'un certain nombre de gens ou de partis que je ne nommerai pas parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, puisque le sujet de ce soir, c'est Philippe Séguin. Cette référence au gaullisme signifie clairement que pour nous, un homme comme Philippe Séguin figure au premier rang des références que nous considérons comme patronnant d'une certaine manière, posthume, spirituelle, morale, notre action. Référence parce que Philippe Séguin, comme nous, comme c'est notre intention, ne se situait ni à droite ni à gauche. Son goût de l'ordre et de l'autorité, son patriotisme, le situait ou l'aurait situé, si on se réfère aux catégories habituelles, plutôt du côté de la droite. Puisque, paraît-il, ce sont ces valeurs que véhicule la droite et qu'elle la caractérise. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais ça n'est pas notre sujet. D'un autre côté, son amour de la République et son souci permanent de la justice sociale, son intérêt pour les plus défavorisés, pour les classes populaires, le situerait plutôt à gauche, mais ce serait une erreur, comme celle de son modèle, comme celle de son exemple, que de le situer par rapport aux catégories politiques traditionnelles. Je dirais simplement qu'il était plutôt, plus simplement, qu'il était plutôt sur une ligne droite, sur une ligne de crête, celle où l'on considère plutôt les intérêts, l'intérêt général, l'intérêt national, plutôt que le sien. Et c'est pour cela qu'il est pour nous d'abord une référence politique, mais ensuite une référence morale et une référence affective. Car ce qui caractérise Philippe Séguin,
et ce qu'il distingue de beaucoup d'hommes de sa génération et des générations suivantes qui ont choisi la politique, c'est que c'est un homme qui a fait passer le plus souvent ses convictions avant ses intérêts, le respect de ses valeurs avant la poursuite de sa carrière, et qui avait plutôt l'esprit de rassemblement que l'esprit de parti. Sur le plan personnel, on peut regretter que sur le plan personnel, il ait été trop souvent sensible à des loyautés, à des engagements, à des fidélités personnelles qui ne correspondaient pas, bien qu'il ne fût pas satisfait des dérives que pratiquaient ceux auxquels il restait fidèle. Le fait est qu'il a accepté, ou plutôt qu'il a subi, malgré lui, le languissement, l'inexorable glissement du mouvement auquel il avait cru, auquel il avait adhéré, vers des zones plus incertaines de la politique. Philippe Séguin n'a pas eu le parcours qu'aurait pu lui valoir, qu'aurait dû lui mériter son envergure intellectuelle, son niveau de moralité, son intelligence tout simplement, visionnaire, précise. Il était énarque, visionnaire. Ça n'a rien à voir. Pas toujours, voilà, pas toujours. Et son éloquence qui s'est manifestée, d'ailleurs, nous en avons eu un échantillon le 23 septembre dernier, lorsque nous avons ouvert notre réunion de lancement de l'Unité nationale citoyenne par un film de montage où nous passions quelques passages qui comportaient quelques passages particulièrement frappants, particulièrement forts et encore actuels, encore valables aujourd'hui, de l'éloquence de Philippe Séguin. Bon, quand je dis que son parcours n'a pas été celui que l'on aurait pu attendre, c'est un beau parcours, c'est un cursus honorum dont beaucoup se seraient contentés, d'autres se seraient satisfaits. Député, ministre des Affaires sociales, président du RPR à l'époque, et puis pour finir, président de la Cour des comptes. Le fait est que c'est prestigieux, mais si jamais, en fait, Philippe Séguin n'a eu l'occasion, n'a eu la possibilité d'exercer le pouvoir de la façon dont il aurait souhaité le faire, dont il aurait pu le faire, d'autres plus malins, plus dynamiques peut-être, et moins scrupuleux que lui, l'ont écarté, lui sont passés devant, lui ont passé dessus, si je peux dire, et c'est plutôt dans l'amertume et la colère que du poste qui était le sien à la Cour des comptes, il a, dans ces dernières années, tout obligé par son poste à un peu de réserve, à beaucoup de réserve, qu'il a assisté à une forme de dérive, je le disais, et une forme de déclin qui allait évidemment contre ses souhaits et contre son cœur. Philippe Séguin était orphelin de guerre, pupille de la nation, mais d'une certaine manière, c'est plutôt la France qui est aujourd'hui orpheline de lui. Et lorsque, comme j'ai pu sembler l'esquisser, lorsque l'on dit qu'il a raté, d'une certaine manière, son rendez-vous avec l'histoire, c'est peut-être la France qui a raté son rendez-vous avec Philippe Séguin. Je ne reviens pas sur ce que disait Éric Ranceau, sauf pour le corroborer. Nul n'est plus qualifié que vous, monsieur Tessier, pour parler de Philippe Séguin, pour nous dire qui il était, ce qu'il valait, ce qu'il voulait. Parce que, à la fois, vous l'avez connu, vous l'avez étudié, votre livre est à la fois un témoignage personnel, une analyse politique et une biographie, c'est-à-dire qu'il couvre tous les aspects de l'époque et de la personnalité, de l'époque où a vécu et combattu Philippe Séguin, et tous les aspects de sa personnalité. Et c'est pour cela que je vous laisse la parole en vous remerciant d'avoir répondu à notre invitation.
merci. Vous avez déjà fait un très beau et très juste portrait de ce personnage. Enfin, Excusez-moi d'avoir piété sur... non, mais j'étais frappé parce que c'était très juste, très très juste. Vraiment très juste et très, très touchant aussi, parce qu'effectivement, je crois que c'est un personnage qui a besoin d'être redécouvert et un peu libéré d'une sorte de chape qui l'opprime un peu. Alors, je vais essayer d'être assez bref de façon à ce qu'on puisse avoir un échange, ce qui me paraît intéressant. Je vais essayer de revenir sur certains aspects de la personnalité et de la carrière de Philippe Séguin. J'ai été effectivement son collaborateur à 2 ou 3 moments, enfin surtout à 2 moments, et puis de manière un peu plus officieuse, un 3e moment de son existence. Disons, ça s'échelonne sur une dizaine d'années, et puis ensuite j'ai gardé le contact avec lui jusqu'à sa mort de manière épisodique, téléphoniquement ou par des rendez-vous à son bureau. J'ai jamais été un intime de Philippe Séguin, mais je l'ai bien connu, je l'ai vu travailler, et donc voilà, c'était quelqu'un que j'ai pu, je pense, connaître de manière assez précise dans sa psychologie, ses forces et ses faiblesses, comme tout personnage éminent, il avait ses forces et ses faiblesses. Et puis j'ai voulu à travers lui aussi faire un peu l'histoire de la Ve République, selon une formule que j'ai trouvée par exemple chez Gaël Brustier, qui disait que la Ve République aurait pu être ce qu'elle aurait pu être la Ve République, selon Philippe Séguin, est-ce qu'elle n'a pas été depuis 20 ou 30 ans, ou est-ce qu'elle aurait pu continuer d'être, si j'ose dire, un peu cette histoire-là. Ce livre a pour but aussi de faire découvrir, à la fois de rappeler qui était Philippe Séguin et donc de le replacer en son temps, et donc de servir un petit peu aussi de matière à réflexion pour notre époque, notre pauvre et difficile époque, mais aussi de le faire découvrir à la jeune génération qui n'a pas connu, qui peut le redécouvrir grâce à Internet, dans des morceaux de bravoure assez saisissants, effectivement, qui tranchent sur beaucoup de prestations politiques d'aujourd'hui. Ça me frappe, j'entends beaucoup justement de jeunes, des étudiants qui me disent que c'est pas tout à fait le type de personnage que l'on voit aujourd'hui en politique. Non, en effet, c'est pas tout à fait ce type-là. Et puis d'essayer aussi de combattre un peu, comme vous l'avez dit, cette idée du destin manqué. Destin inachevé, oui. Quand un homme politique meurt à 66 ans, son destin est nécessairement inachevé. Je ne crois pas que dans la politique française, il y a d'illustres exemples de carrières qui commencent à 67 ans, comme chacun sait, ou qui recommencent à 67 ans. Donc 66 ans, surtout aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit une existence terminée pour un politique. Donc elle est inachevée parce qu'il est mort tôt. Il est mort tôt pour des raisons qui étaient liées à sa santé, une santé qui est assez dégradée, et que l'état d'exaspération dans lequel il se trouvait de manière assez constante ne devait pas améliorer. Et puis, pas une carrière manquée, parce qu'il est exact qu'il a peut-être manqué de franchir certains Rubicons, de manquer certains rendez-vous. Il a commis quelques erreurs tactiques, même si sa vision stratégique a toujours été, je pense, bonne. Mais aussi, il a été quand même beaucoup piégé. C'était un homme très solitaire, qui n'aimait pas la solitude, mais qui était très solitaire de tempérament, qui avait beaucoup de difficultés à entraîner des équipes autour de lui, à former dans son sillage. Il aurait eu beaucoup de mal à créer un groupe politique qui lui soit propre. Quand je parle à des gens qui ont travaillé avec lui ou qui étaient dans son sillage à une certaine époque, notamment au début des années 90, lorsque son étoile brillait véritablement au firmament de Maastricht, si je puis dire, de ce qui a suivi, il y a eu beaucoup de déceptions parce qu'il n'a pas prêté la main à des initiatives qu'on aurait aimé lui voir prendre. Et chez des gens qui l'ont connu, qui l'ont apprécié, il y a un peu d'amertume que je lis quelquefois, une sorte de reproche. On lui en veut finalement de ne pas avoir accompli pleinement son destin et de ne pas avoir, encore une fois, franchi le Rubicon en 2 ou 3 circonstances de sa vie. Alors très brièvement, ce que je vais essayer de faire, sans véritablement revenir sur le portrait psychologique d'ensemble, encore une fois, Dominique Jamais a fait un portrait qui est très juste. Je vais simplement essayer de donner quelques points de repère, presque chronologiques, voir ce qui a entraîné d'une certaine manière cette personnalité, qu'est-ce qui a formé cette personnalité, et qu'est-ce qui fait qu'elle est à contre-temps
dans quelque chose qui a été quand même une forme de dégénérescence des institutions et de la politique en France pendant 25 à 30 ans. Lui était à contre-temps, à contre-ton, et c'est pour ça que sa voix, sa personne, son envergure, qui était une envergure physique, morale, une présence, c'est pour ça qu'il détonnait littéralement, parce que je crois qu'il détonnait par son verbe, par sa pensée, par la clarté de sa pensée, et par effectivement l'intégrité de ses positions. C'est quelqu'un qui n'a jamais transigé sur les choses les plus fondamentales, et qui n'a jamais cherché à se vendre pour un plat de lentilles ministériel, même s'il aurait voulu à un moment donné revenir en politique. Alors, de manière très, très simple, prenons quelques points de repère dans cette vie, dans ces 66 années. Bon, la naissance, 1943, Tunis, en pleine guerre, au moment d'ailleurs où les combats font rage en Tunisie, c'est le début de la reconquête, des combats pour la libération de la France, avec l'armée reconstituée, dont son père va faire partie. Son père va être tué dans les combats dans l'est de la France. Il ne le connaîtra pas. Il n'aura de son père qu'une image, ce sera une icône avec un petit cahier que sa mère, un personnage un peu héroïque, une sorte de modèle, et qui évidemment, toute son existence sera une sorte de référence. Une enfance en Tunisie, ses études au lycée Carnot, une mère institutrice, assez exigeante, et une vision, un amour naturel de la Tunisie. Il aime la Tunisie, il aime ce côté, cette sorte de brassage dont il reconnaîtra après que le brassage n'était pas aussi intense qu'il l'a imaginé dans la façon dont il a reconstitué son enfance et sa jeunesse ensuite. Mais enfin, il aura un amour véritable de la Tunisie, du soleil. Il aimera toujours la Tunisie, il y retournera toujours. Il y avait dans son bureau à la mairie d'Épinal un portrait de Bourguiba. C'est la première chose que j'ai vue quand je suis entré dans son bureau. Il aimait la Tunisie et quelquefois il a défendu avec une certaine liberté le fait que la Tunisie n'était pas nécessairement obligée à certains moments de son histoire de suivre strictement les canons des processus démocratiques normaux, ce qui lui a valu quelques reproches. Il aimait ce pays. Et en même temps, dans son enfance et au début de son adolescence, il voit la France de loin. Il la voit à travers ce que disent ses grands-parents, qui ont une vision très patriotique de la France, une inquiétude devant la décolonisation qui se profile. Et puis il la voit à travers les livres, il la voit à travers des figures. Un livre en particulier que je me suis procuré parce que je savais que c'était un livre fondamental pour lui, qui est sur 30 ans d'histoire française, de 18 à 48, où les figures qui sont les figures centrales de ce livre, c'est Clémenceau, De Gaulle, c'est une sorte de les épreuves et puis la Renaissance. Et donc il apprend à aimer la France de loin, comme une idée. Il dira toujours qu'il l'aime de manière très conceptuelle, mais c'est assez classique. Il aime la Tunisie de manière charnelle, il aime la France de manière conceptuelle, mais les deux sont parfaitement compatibles. Il suffit de renvoyer aux écrits de Gaulle, qui est très bien décrit. L'amour de la France peut être quelque chose de très, très abstrait et en même temps très concret en même temps. Et lorsqu'il va venir en France, alors qu'il a une douzaine d'années et que ce nouveau cycle de son existence va commencer, il va avoir cette double idée que la France, c'est à la fois une histoire, des souffrances collectives et de la grandeur, et puis que c'est de l'universel. Ça, c'est le souvenir de son enfance tunisienne. Donc, quelque chose, un composé quand même qui ressemble assez sérieusement à l'essence, à la substance gaulienne. Il va faire des études, il va un peu hésiter dans ses études. D'abord, sa mère et son beau-père le poussent vers le métier d'instituteur. Il fait l'école normale d'instituteur, à une époque où c'est encore un modèle de formation très proche du modèle traditionnel. Je ne dis pas que c'est les instituteurs de Péguy, mais enfin, on est vraiment à la charnière d'une époque où le métier et la formation vont complètement se transformer. Et puis, en réalité, il va s'éloigner un peu de cela. Ce chemin tout tracé ne lui suffit pas. Il est tenté par l'histoire, avec Aix-en-Provence. Il est tenté par le journalisme. Et puis finalement, il va choisir de faire Sciences Po et il va tenter l'ENA. Parce que l'ENA, à la fin des années 60, eh bien, c'est l'incarnation d'un État qui est assez glorieux, sûr de lui-même, installé comme une figure de proue, porté par De Gaulle. L'ENA, c'est un peu le symbole de ça. Et puis c'est une façon pour lui d'accéder à des
fonction, a un rang, un rôle social qui n'est pas naturel pour lui d'acquérir. Il n'a pas de réseau, pas de relation, donc il lui reste le concours, avec ses limites, mais il lui reste le concours. Et il s'est engagé en politique déjà, il est gaulliste, il a adhéré à l'UNR, mais après un passage assez court dans la gauche chrétienne, mais assez vite il s'est orienté vers le gaullisme parce qu'il admire beaucoup De Gaulle. Il admire ce mélange un peu étrange que représente De Gaulle, c'est-à-dire à la fois le héros de 1940, le discours gaullien. Il admire la façon dont il se fait violence à lui-même pour conduire la décolonisation, parce que Philippe Séguin va voir la décolonisation comme quelque chose de douloureux. Il va voir le sort de ses grands-parents rapatriés en France, et en même temps il pense que c'est quelque chose d'inévitable. Donc il admire De Gaulle pour cette sorte de dépassement, et donc c'est quelque chose aussi qui le marquera beaucoup. Et puis il admire De Gaulle pour les institutions. C'est quelqu'un, il faut bien le voir, qui a 15 ans en 58, qui va entrer à l'ENA en à la fin de 67, début 68, donc au moment où la Ve République est dans sa plénitude. Donc voilà, l'émergence du jeune Philippe Séguin, c'est ça. C'est un produit de la Ve République, avec une conscience de la nation à double entrée, à la fois très, très historique, très, très métropolitaine, et puis très universelle, qui tient à ses origines, à son enfance. Et une adhésion à De Gaulle qui est à la fois raisonnée et qui vient quand même du fond de ce qu'il a fabriqué. Deuxième élément, il fait l'ENA, et un point important qu'il faut mesurer, c'est qu'il ne connaîtra pas, il ne verra pas mai 68. Il est en stage en Polynésie, et à une époque où les communications ne permettent pas de suivre comme aujourd'hui les événements directs, donc il ne va pas voir le système vaciller. Il ne va pas voir le système vaciller, il rentrera quand tout sera terminé, et il ne verra plus dans mai 68 que ce que ce fut sans doute d'ailleurs, c'est-à-dire une révolte, une révolution de jeunes bourgeois en colère, et il en parlera toujours avec une violente irritation. Donc pour lui, la Ve République a gardé sa pureté, il n'a pas vu ce léger tremblement que même De Gaulle a dû éprouver à un moment donné face à ses adversaires qui, 6 ans après, étaient d'une toute autre nature que l'OAS ou que même le FLN avant. Enfin, c'était des adversaires sur qui on ne tire pas. Et De Gaulle a été un peu désarmé face à cette révolution sans autre pareil. Et donc Philippe Séguin ne voit pas cela. Et donc il va entrer au service de l'État, il fait l'ENA, un peu bougon déjà. Il travaille, il se soucie peu des histoires, des débats internes qu'il y a toujours dans cette école. Pour lui, il faut sortir bien classé pour avoir un grand corps, pour ensuite faire une carrière. Il sort à la Cour des comptes, et ensuite il va assez vite se retrouver chargé de mission à l'Élysée à l'époque de Georges Pompidou, et assez vite il va se trouver aspiré par la politique. Est-ce qu'il y va avec entrain, volonté? Est-ce qu'il est un peu aspiré par la circonstance? Toujours est-il qu'en 78, il va se présenter dans les Vosges et que sa carrière parlementaire va commencer, parachuter un peu, lui, l'homme du Sud, dans cette terre lorraine qu'il va apprendre à aimer, à estimer surtout, et où il sera estimé. Épinal, les Vosges, sa ville d'Épinal, où il va avoir une action assez décisive. Je crois qu'il faut voir ce passage en politique comme la marque d'une ambition, mais pas une ambition de petit format comme on la voit souvent aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire des sauts de puce, un portefeuille ministériel, etc. C'est une ambition un peu gaullienne, c'est-à-dire toujours essayer de faire des choses en progressant. Et il l'a dit lui-même d'ailleurs, il a dit que pour lui la vie était une course d'obstacles. C'est vraiment le petit de Tunis, orphelin, pupille de la nation, qui passe par le système méritocratique et qui veut franchir des étapes sans trop se poser de questions métaphysiques sur ce qui va suivre. Il veut agir. Député des Vosges, puis maire d'Épinal, et ce sera une partie de son existence en parallèle avec son activité politique nationale qui sera très importante pour lui, parce que cette ville qui est d'une importance, qui est une ville moyenne de moins de 40 000 habitants, et qui est une ville qui l'arrache un peu à une certaine léthargie, va être plus qu'un laboratoire pour lui. Ça va être véritablement un terrain d'action. Un laboratoire, c'était pas seulement pour tester des choses qu'il ferait plus tard ailleurs, c'était parce qu'il s'intéressait vraiment à tout.
à la propreté des trottoirs, comme il disait, pour racoler le stagiaire qui inconscient, irait chez lui sans deviner la difficulté du stage. Et il disait, voilà, le maire, c'est quelqu'un qui doit s'occuper de tout. Et pour le citoyen de la ville d'Épinal, le fait que tel sujet soit de la compétence du département, tel sujet soit de la compétence de la région, tel sujet de compétence... Pour lui, le maire est responsable de tout, ainsi que le préfet quand même un petit peu. Et ça, c'était assez exaltant, cette façon dont il concevait le métier de maire et dans lequel il s'est investi. Et sans doute le fait qu'il ait quitté la mairie d'Épinal à la fin de 1997, je me souviens, il m'avait dit que c'était parce qu'il voulait donner l'exemple en matière de cumul des mandats. J'étais un peu étonné, c'était après la débandade des législatives. Et ça m'a beaucoup étonné à l'époque, et c'était une erreur très certainement, parce que Épinal était épuisant pour lui. Tous les week-ends, c'était beaucoup de travail, beaucoup de problèmes, aussi lourd finalement, peut-être qu'une très grosse ville à sa manière. Mais en même temps, c'était un lieu où il était libre de toutes les pressions parisiennes, et où il pouvait être vraiment maître de ses initiatives. Et ça, je l'ai vu en plusieurs circonstances. Donc ça, c'est quelque chose qui est en parallèle de sa carrière nationale, mais qui est important. Il ne manquait jamais, il pensait toujours à Épinal. C'est assez curieux, ce lien avec cette ville. Et qu'il y avait peut-être aussi le fait, finalement, la proximité du lieu où son père était mort, et puis l'idée que l'Est, la Lorraine, c'est une terre qui incarne par essence les souffrances collectives, la nation, l'histoire. Ça, il a toujours beaucoup fait pour l'histoire et pour la mémoire lorraine de ce point de vue-là. Donc voilà, sur l'aspect spinalien que je ne fais qu'esquisser. Et en parallèle, la carrière politique, député en 78, il fait partie, après les élections de 81, de cette sorte de petite troupe de mousquetaires qui va batailler, mais il bataille avec un plaisir particulier contre les lois de fer sur la décentralisation. Et il a un rôle important lorsqu'il essaie de convaincre, avec un certain succès, ses collègues du RPR qu'il ne faut pas tirer à boulet rouge sur les lois Auroux, qu'il ne faut pas oublier que le gaullisme a une dimension sociale, qu'il ne faut pas céder à une sorte d'image, une sorte de tentation libérale venue d'Amérique et de Grande-Bretagne, tout en étant conscient d'ailleurs qu'on ne s'inspire que d'une partie de ce qui se passe en Amérique et en Grande-Bretagne, côté chez Reagan ou chez Thatcher. En particulier, il appréciait assez, Madame Thatcher, un côté national, une capacité à incarner qui le fascinait. Donc il voit que la droite a court d'idées et qui est en train de perdre ses racines gaullistes, est en train de chercher une sorte d'idéologie de substitution. Et il va essayer de lutter contre ça. Alors en 86-88, dans la première cohabitation, où il a le gros ministère des Affaires sociales, je pense qu'on lui a donné ce ministère en espérant qu'il s'y étoufferait. Et il ne s'y est pas étouffé, il s'est étouffé de colère. Je n'ai pas travaillé avec lui à cette époque, mais je sais que c'était une sorte d'apogée de son mauvais caractère légendaire. Il avait un portefeuille immense, il n'aimait pas beaucoup ses ministres délégués. Il s'intéressait à tout, c'est un excellent technicien et donc un homme terrible pour ses collaborateurs. Et il a essayé de maintenir l'équilibre, une sorte de compromis en acceptant de soutenir certaines lois comme la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, mais en essayant en contrepartie de préserver l'intégrité du système de protection sociale et en disant à Jacques Chirac, en disant à Édouard Balladur, en disant déjà à Alain Juppé, tous ces artisans de la dégaullisation qui avaient déjà commencé, et en leur disant, écoutez, vous n'allez pas pouvoir tout changer en 2 ans. D'abord, n'oubliez pas que vous êtes gaulliste. Ensuite, n'essayez pas de tout changer dans 2 ans, parce que dans 2 ans, vous n'en aurez fait que le 10e. Il y a l'élection présidentielle et vous récolterez une défaite électorale. Vous savez ce qui se passe en 88. Et ensuite, il continue d'être exaspéré par cette dégaullisation. Le mot de lui, je l'utilise... je croyais l'avoir imaginé, jusqu'au jour où je l'ai vu dans une vieille interview, pas si vieille, qui disait, je croyais que c'était moi qui l'avais trouvé, dégaullisation, mais non, c'est bien lui, donc j'ai dû l'intégrer inconsciemment, et donc il va essayer, en particulier début 90, avec Charles Pasqua, de contrer cette évolution du RPR, dont Jacques Chirac et Alain Juppé sont les initiateurs, parce que Jacques Chirac n'est pas un homme de conviction gaulliste très profonde, et puis parce qu'Alain Juppé
n'est pas vraiment gaulliste. Il incarne plutôt une sorte de contrepoint fabiusien, si je puis dire, à Philippe Séguin, c'est-à-dire quelqu'un qui considère qu'il faut passer à autre chose et que c'est quelque chose de centro-libéralo-européen qui est le destin de la politique française, de manière, un homme d'ailleurs de ce point de vue-là tout à fait estimable dans ses convictions, mais ce sont des convictions molles et Philippe Séguin n'aime pas les convictions molles. Donc ils tentent de renverser un petit peu la vapeur au RPR, ils obtiennent un certain succès, mais ils ne franchissent pas le Rubicon. En 1992, lorsque l'absence de débat sur Maastricht se profile, Philippe Séguin essaie de lutter contre cela parce qu'il pense que ce traité, il dit qu'on peut tout à fait être pour le traité, mais il s'aperçoit qu'on va faire disparaître tout débat sur le traité, en tout cas qu'on va l'empêcher, alors que ce traité change radicalement le sens de la construction européenne. On entre dans quelque chose de presque irréversible, qui va donner un autre sens à la construction européenne, et il dit c'est inouï de s'engager dans une voie pareille sans faire de référendum, sans en parler aux Français. Et alors qu'il y a une sorte de consensus qui s'est établi entre la plus grande partie de la droite et la plus grande partie de la gauche. Et il aura un rôle, il ne sera pas seul à se battre contre Maastricht, mais il aura un rôle décisif dans la force de conviction qui, finalement, amènera François Mitterrand à organiser un référendum, avec l'idée aussi, François Mitterrand, à la fois avec l'idée que, il ne peut pas totalement esquiver le débat désormais, et avec l'idée, que ce débat va créer un beau désordre à droite. Donc François Mitterrand, vous voyez, une sorte de chef-d'œuvre politique pour lui qui se profilait, et c'est ainsi que ça s'est passé. Et Philippe Séguin va vraiment faire une campagne très remarquable dans toute la France, très pédagogique. L'ancien élève instituteur va réapparaître avec toute sa force, expliquant le moindre détail du traité. Vous le savez sans doute, les plus jeunes le savent peut-être aussi, il sera moins à l'aise lors du débat final qui précédera le référendum. François Mitterrand l'a choisi comme interlocuteur, d'abord parce qu'il s'impose un peu naturellement. On ne voyait pas François Mitterrand face à Charles Pasqua, on voyait très bien François Mitterrand face à Philippe Séguin, le côté estime mutuelle et en même temps un homme très respectueux des institutions dont il sait qu'il n'est pas un méchant, donc il ne va pas l'attaquer de manière très 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 violente. Et puis en même temps, il y a une petite mise en scène, certainement, que Philippe Séguin a retracée ensuite de manière très claire. C'est une mise en scène autour de la maladie du président qui n'est pas encore publique, qui est une réalité dont François Mitterrand fait usage, il souffre réellement, mais il fait usage de cette souffrance. Donc il y a une sorte de tension sur le plateau du débat ce soir-là, dont François Mitterrand tire le bénéfice politique face à un Philippe Séguin qui paraît un peu désarmé. Et peut-être que cela suffit à faire la différence, car en réalité, alors qu'on était parti pour ne pas avoir de référendum, qu'ensuite tout le monde avait dit que le non serait écrasé, le non a failli gagner de très peu. Et entre les deux, je ne veux pas dire, ce serait un peu... c'est la prostate du président de la République qui a fait la différence, mais c'est un peu ça quand même, parce qu'il faut savoir qu'au lendemain du débat, c'était l'annonce officielle, et que François Mitterrand avait véritablement utilisé les deux corps du roi pour faire basculer du côté du oui une joute qui était loin d'être gagnée pour lui. Partant de là, Philippe Séguin avait deux possibilités. Ou il rompait définitivement avec son camp politique et essayait d'entraîner avec lui la minorité assez nombreuse de députés qui le soutenaient au RPR, mais c'était un pari très audacieux, parce qu'il y a des gens qui vous soutiennent en théorie, et puis vous retournez, vous n'avez plus personne derrière vous ensuite, donc il y a toujours un risque, et puis ce n'était pas son style, encore une fois. Il ne savait pas faire ce genre de choses, il ne savait pas passer la main dans le dos des gens, il n'aimait pas ça, il n'avait pas envie de rompre avec ce qui était quand même sa famille politique, même s'il trouvait que sa famille politique, décidément, tournait bien mal, donc il ne rompt pas, mais par contre il refuse d'entrer dans la deuxième tragicomédie, la deuxième cohabitation 93-95, il accepte la présidence de l'Assemblée nationale, ou plus exactement il prend la présidence de l'Assemblée nationale, dont il va faire à la fois une tribune, mais dans la loyauté, sans déstabiliser le gouvernement de cohabitation de Vouart-Balladur, mais en faisant entendre sa voix, et puis il va toujours, parce qu'il veut jouer le jeu, parce qu'il espère encore que Jacques Chirac est récupérable, il va sauver un petit peu la campagne présidentielle de Chirac en fin 94, début 95, ce dont Chirac, évidemment, ne lui sera pas reconnaissant, puisqu'il nommera
Premier ministre, le meilleur d'entre nous, Alain Juppé, et donc Philippe Séguin se retrouvera un peu, non pas penaud, mais une fois de plus, un peu trompé. Et ce que je disais tout à l'heure, je disais, il a manqué des occasions, mais aussi on lui a tendu des pièges. Il paraissait logique qu'il soit Premier ministre. Et il lui est apparu très vite, lorsque la victoire était assurée, qu'elle arrivait, que ce ne serait plus le cas. Donc je crois qu'on sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, comme disait Cardinal Leray. Et Chirac, il est resté dans l'ambiguïté jusqu'au dernier moment. Donc il reste à l'Assemblée nationale, commet l'erreur sans doute de ne pas prendre, comme le lui a offert mollement Jacques Chirac, la mairie de Paris, et donc va encore passer 2 ans à l'Assemblée nationale dans ce rôle un petit peu d'orateur un peu frustré. Il a autour de lui des gens, de petites sirènes qui lui disent, des voix qui lui glissent qu'il faut que Juppé va échouer, ce qui d'ailleurs se profile assez vite, qu'il peut encore aller à Matignon, mais qu'il faut qu'il soit eurocompatible. Donc il va mettre un peu d'eau dans son vin européen, dans son vin plutôt anti-maastrichtien, un peu d'eau européenne dans son vin anti-maastrichtien, sans vraiment convaincre ceux qui ne veulent pas de lui, et tout en irritant ceux qui le soutiennent. Donc ça n'a pas été très habile de sa part, et en même temps il ne s'est pas non plus vendu, c'est-à-dire qu'il est quand même resté sur une ligne, il a gardé la ligne qu'il devait garder. Et en 1997, il a essayé d'empêcher par tous les moyens, ça j'ai été témoin de très près de cet événement, Jacques Chirac de faire cette dissolution qui était un péché contre les institutions et une erreur politique, et qui produit l'effet qu'elle devait produire, c'est-à-dire l'arrivée de Lionel Jospin, de la gauche plurielle, et la plus longue des cohabitations, et donc une nouvelle meurtrissure pour les institutions, avec en plus le quinquennat, la réforme du quinquennat. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui parachève presque le processus de dégaullisation. Curieusement, Philippe Séguin, là non plus, ne franchit pas vraiment le Rubicon, mais quand même, il essaie de changer les choses de l'intérieur en prenant la présidence du RPR. C'était sans doute une erreur, car là aussi, c'est pas un homme qui est capable de diriger un mouvement qui est surtout un parti, qui est truffé de personnalités dédiées à Jacques Chirac et à d'autres qui sont ses ennemis, qui sont en relation constante avec l'Élysée, qui ne veut absolument aucune vague dans la cohabitation. Donc Philippe Séguin est une sorte de Gulliver empêtré, et à un moment donné, il a voulu au début changer le nom du RPR pour le rebaptiser RPF, Rassemblement pour la France, et même ça s'est arrangé pour que le vote ne soit pas vraiment décisif, et donc il y a renoncé, et à partir de là, c'était fini. Donc il démissionne avec fracas en 99, va enseigner au Québec et commence un des premiers à analyser le concept de mondialisation pour combattre tout ce que dissimule cette idée de mondialisation et cette idée de gouvernance qui sont présentées comme l'ultima ratio de la démocratie moderne. Et il est quand même vraiment en train de s'éloigner de la politique, mais il est quand même encore rattrapé par elle, dans des conditions sur lesquelles je ne vais pas entrer dans les détails. Il accepte de se lancer dans le combat pour la mairie de Paris, où là aussi, il va être en quelque sorte déstabilisé, puisque Jacques Chirac, à la surprise, sinon générale, du moins celle de Philippe Séguin, un certain nombre de gens refusent de choisir entre Jean Tibéri et lui. Donc il y a 2 candidats. On a dit que c'était la victoire des bobos parisiens, je crois que c'était surtout la défaite d'une droite qui était divisée en 2. Et donc il perd les élections parisiennes, qui sont d'ailleurs perdues depuis quasiment le début. Et donc il va laisser en politique, en partant de la politique en 2002 définitivement, il va laisser se souvenir d'un homme qui a porté sa croix presque avec masochisme, alors qu'il a simplement, évidemment, une fois qu'il était piégé, il n'a pas voulu partir au milieu du combat pour pas qu'on lui reproche d'avoir déserté. Mais c'est certain que ça a abîmé un petit peu son image politique. Il quitte la politique définitivement en 2002, au moment de la création de l'UMP, ce qui est logique, dégaullisation toujours. La dégaullisation, là c'est le sommet de la dégaullisation. Le RPR avait encore une vocation qui se rattachait de loin en loin au gaullisme. L'UMP, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de droite et du centre, les valeurs de la droite et du centre. C'est une sorte de chose
qui est une sorte de cuvette vers laquelle verse depuis 15 ans la politique française. À gauche, on a vu dans quelles conditions, et à droite, on a vu dans quelles conditions. Ce n'est pas le centre au sens de la démocratie chrétienne. Le centre existe dans la tradition politique, dans l'histoire française. Il y a un centre honorable, mais là, c'est pas le centre. C'est pas le centre, c'est une sorte de trou, et qui a eu les effets sur les bords de la politique que nous avons tous vus, avec même s'il y a eu une sorte de stupéfaction chez certaines personnes, c'était logique. À partir du moment où vous supprimez la politique, eh bien les électeurs s'en vont ou votent pour des formations qui ne sont pas nécessairement celles pour lesquelles ils auraient voté naturellement. Donc il a quitté la politique en 2002, il était nommé à la Cour des comptes, il a retrouvé son corps d'origine en 2004, quand il est président de la Cour des comptes. Il a été tenté à certains moments de revenir vers non pas la politique, mais vers les responsabilités ministérielles, ce qui n'est pas la même chose. Il s'était pas représenté aux législatives, mais il n'a pas exclu à certains moments de reprendre un ministère. En particulier en 2002, si le Premier ministre avait été un autre que Jean-Pierre Raffarin, il aurait été intéressé par le ministère de l'Éducation nationale, qui n'était pas le plus simple. Il était intéressé par les affaires étrangères, par la défense. À plusieurs moments, il y a pensé, son nom a circulé, notamment pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Y songeait-il sérieusement? Il aurait aimé, encore une fois, à cause des responsabilités ministérielles. En même temps, il savait que c'était sans doute peu réalisable. Je pense que de l'autre côté, si je puis dire, on n'y a jamais songé sérieusement. Je n'imagine évidemment pas Jacques Chirac, ni Nicolas Sarkozy, ni François Fillon, toute une série de gens, même François Fillon, qui avait fait partie un peu de son entourage. On n'imagine pas toutes ces personnalités dans la conception de la politique qui était devenue régnante, l'UMPisation, si j'ose dire, qui était la suite de la dégaullisation. On n'imaginait pas un homme comme Séguin, membre du gouvernement. C'était pas clair. Ce que je peux dire, c'est qu'à toute fin de sa vie, dans les derniers mois de sa vie, il est vraisemblable qu'il songeait à un retour en politique de manière de plus en plus sérieuse. C'était le moment où le quinquennat Nicolas Sarkozy était passé dans la phase difficile. C'est le moment où l'idée d'un recours Séguin refaisait surface. Apparemment, il y a eu un moment, vers la fin de 2009, où il songeait à reconstituer une petite équipe. Des éléments extrêmement précis là-dessus. Une conversation avec lui au téléphone peu de temps avant sa mort, mais donc la mort a mis un terme à cela. Donc, en fait, c'est une vie, je dirais, presque assez romanesque. C'est une vie assez courte, une vie politique intense qui a duré une vingtaine d'années, pas plus, 25 ans, mais avec un point vraiment une période très affirmée qui sont les années 90, Maastricht, les assemblées nationales, la présidence du RPR, où il y a vraiment une personnalité, 4 ou 5 livres qui paraissent sur lui en l'espace de 3 ou 4 ans, c'est une personnalité qui compte, dont on entend la voix, dont la voix résonne, et il me semble que de ce point de vue-là, il incarne quand même le moment où les choses ont basculé et auraient pu ne pas basculer. Ça ne reposait pas entièrement sur lui, mais comme le dit, j'ai mis à la fin de mon livre une citation de Junger que j'aime beaucoup, il dit quelquefois, c'est pas par défaut de caractère qu'on n'a pas son jeu, qu'on ne joue pas son jeu, c'est une sorte de non-vouloir étrange, on ne joue pas son jeu, mais il en reste quelque chose ensuite qui peut ressurgir. Et je crois qu'il nous laisse, et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui mérite l'intérêt aujourd'hui, qui était nécessaire de se faire revivre dans un livre. J'espère qu'il y aura d'autres travaux. J'ai fait qu'esquisser certains aspects très importants de sa carrière, comme son passage au ministère des Affaires sociales en 86-88. Je pense qu'il y a une chose toute simple. Il nous rappelle que la politique, c'est la connaissance de l'histoire et c'est l'histoire en action. Quelqu'un qui, comme De Gaulle, ne concevait la politique que comme une conscience historique aiguë. C'est quelque chose qui est en train de disparaître. Invoquer l'histoire n'est pas la même chose qu'avoir une conscience de l'histoire. Pas besoin de vous donner des exemples, ils vous viendront naturellement, je pense. Donc cette idée que la politique, c'est la conscience de l'histoire, cette idée que la démocratie, c'est d'abord l'État-nation. Ça ne veut pas dire que l'Europe est un projet impossible, mais que les réalités, c'est d'abord que la démocratie, c'est l'État-nation,
si on nie cette réalité, on libère des démons, et peut regarder au-delà de nos frontières. Cette idée aussi que la politique, ce sont des institutions cohérentes, on sait faire vivre, on sait incarner, des outils qu'on utilise, comme le référendum. On a augmenté le champ du référendum en 1995, puis on l'avait quasiment laissé tomber, sauf une fois, chacun s'en souvient, pour en faire l'usage dont on se souvient également. C'est aussi la dissolution, mais pas la dissolution de confort, donc du coup c'est un instrument qui est perdu. Donc la politique c'est une compréhension, un sens des institutions. Et puis je dirais, dernière chose, c'est quand même l'idée que, toute simple, que la France n'est pas finie, enfin que l'histoire de France n'est pas terminée. C'est quelque chose qu'il disait toujours, il disait que c'était pour cela que De Gaulle avait pu faire des choses. Il disait, un jour, il m'a dit, c'était en 98 ou 19, je me souviens, 98, fin 98, il m'a dit, pour qu'on s'en sorte, il faudrait une guerre. Il ne la souhaitait pas, mais il voulait dire que la France était arrivée à un tel degré, le milieu politique, la perte de sens des institutions avait atteint un tel niveau qu'il fallait une sorte de choc tellurique pour la sortir de là. Une guerre, peut-être pas une guerre mondiale, mais il pensait à la guerre d'Algérie, il pensait à cette tragédie dont De Gaulle avait fait le ferment d'une renaissance, quelquefois dans la douleur, et quelquefois dans des conditions qui n'étaient pas toujours justes ni équitables, mais il en avait fait le ferment d'une renaissance et d'un redressement, et donc ce sens du tragique, et en même temps l'idée qu'il ne faut jamais se résigner, et que l'histoire de France n'était pas terminée, l'histoire de France n'était pas terminée, et il n'en était pas, et je pense qu'il est mort avec cette idée que notre histoire n'était pas terminée. Il me semble que pour rien que pour cette conviction très forte, il mérite non seulement qu'on se souvienne de lui, mais qu'on reprenne les éléments de ce jeu qu'il n'a pas joué, de ces cartes qu'il n'a pas utilisées, mais qui sont toujours là. Et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je voudrais vous poser une question préalable. Est-ce qu'il a une Rolex? Il avait une belle montre, mais ce n'était pas une Rolex. En fait, il avait une montre. Je ne peux pas vous dire la marque, mais elle n'était pas clinquante. Vous voulez dire qu'il a raté sa vie? Ah oui, c'est comme ça. L'aspect est important. Il n'avait pas de fortune, c'est-à-dire il avait un peu d'argent, il avait un petit pactole modeste, enfin pour un homme politique qui venait de ses droits d'auteur, du fait qu'il n'était pas nécessairement très dépensier, pas quelqu'un qui menait la grande vie. Il n'avait pas de bien immobilier, il n'avait pas d'appartement, et ce qui vivait toujours dans l'idée que tout était, voilà, il disait qu'il avait appris très tôt quand il était enfant que tout était fragile, et c'était curieux, il avait une mentalité d'homme toujours prêt à partir. Il n'avait pas de bien immobilier. Non, c'était pas un homme d'argent. C'était pas un homme d'argent. C'était un homme intègre. Ça, c'est absolument certain. Et c'était pas un homme attaché au luxe. Il aimait bien voyager dans de bonnes conditions parce qu'il se fatiguait facilement. Il aimait bien aller en Tunisie. Mais par exemple, il disait lui-même que quand il allait au Québec, il n'a jamais pu véritablement y aller toujours pour travailler, faire ses cours. Il n'a jamais pu vraiment visiter le Québec. Il travaillait tout le temps, c'est bien en fait. Il travaillait tout le temps. Et quand il ne travaillait pas, ce qui était rare, il pensait à son travail. Et le téléphone portable a été pour lui une sorte de prolongement extraordinaire de sa capacité à houspiller ses collaborateurs. C'était une révolution technologique, une mondialisation de l'engueulade qui était quelque chose d'assez spectaculaire. Il travaillait tout le temps, et ça c'est absolument certain. Donc pas un homme d'argent, ni un homme attaché au plaisir luxueux. Il aimait, je ne l'ai pas mentionné, tout le monde le sait, beaucoup de gens le savent, il aimait énormément le foot, c'était sa grande passion. Le foot et le cinéma, et l'histoire, et les livres. Et le foot vraiment beaucoup. Alors si je peux me permettre, Oui, moi et mon compagnon Christian, nous venons de Nancy, donc Lorraine, la même région que Philippe Séguin, Oui. où il a été maire à Épinal. Donc nous, ça nous touchait toujours particulièrement de voir Philippe Séguin défendre la France comme il l'a fait. Et notamment, moi quand j'ai eu votre livre,
au du livre à Nancy avec la bouille de Philippe Séguin, avec tout ce qui s'attache derrière, j'ai craqué, je l'ai acheté tout de suite. Malgré que j'avais lu l'autre livre de Michel Taubman, Le fils perdu de la République, Philippe Séguin, qui était pas mal, mais celui-là il est encore meilleur. J'ai trouvé qu'il était plus optimiste sur la nature même de Philippe Séguin, qu'il nous a impressionné. Lui, il est resté honnête par rapport au fondement du gaullisme, notamment qu'il a décliné dans ce petit opuscule quand il a tenu son discours Du 5 mai 92. du 5 mai 1992, discours pour la France. Parce que là, dans ce livre, il a décrit déjà que ce traité de Maastricht, on l'acceptait entièrement, il était non amendable. Déjà, il nous a bien expliqué ça là-dessus. Et aussi que si on adoptait le traité de Maastricht, la souveraineté, on allait la dépecer un à un, la souveraineté de la France. Ouais, c'est ce qui se passe, hélas. Mais franchement, dans ce discours, il a prouvé qu'il était un grand homme politique. C'est vrai, on peut avoir des regrets par rapport à la suite. Qu'il n'a pas osé, qu'il est resté toujours fidèle à Jacques Chirac. Il est resté par fidélité, mais vous expliquez très bien à la fin de votre livre, que j'ai terminé ce matin avant que Christian juste un pile poil. J'ai lu que vous aviez rapporté que lui disait qu'il était. Oui, il avait peur de tout perdre. S'il coupait le lien avec Jacques Chirac, il avait peur de tout perdre. C'était une question de, comment dire, il avait été éduqué dans son enfance à avoir pas grand-chose et à garder le lien peut-être avec, on va pas dire le père politique, mais quelque part un lien avec peut-être un parrain politique, on va dire quelque chose comme ça. Et voilà, et moi je trouve que votre livre est vraiment talentueux, je vous félicite, et puis j'invite nos amis à le lire, et puis franchement... Philippe Séguin nous donne une lueur d'espoir, parce que franchement, c'est un exemple à suivre. Nous qui avons l'amour de la France dans notre cœur, l'amour du rassemblement et l'amour de la citoyenneté, nous sommes là pour continuer son combat et faire en sorte qu'un jour nos idées arrivent au pouvoir, sans extrémisme, mais sans angélisme non plus, sans européisme, et un jour que le rassemblement des Français permette à ces idées de triompher. Merci beaucoup. Merci. Si je me souviens bien, il s'est allié à Charles Pasqua. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette alliance j'ai vécu un petit peu cette époque, ça l'a un peu ringardisé, cette alliance avec Pasqua, et on a l'impression que ça a été un feu de paille et que ça n'a pas vraiment donné sur les idées que notre interlocuteur a très bien décrites, ils n'ont pas vraiment su faire vivre toutes ces idées. Alors, ils se sont rapprochés fin 89, début 90, quand ils ont mené une fronde au sein du RPR, qui a été combattue de l'intérieur. Ils ont soutenu une motion qui a eu, je crois, 37%, avec après quelques trucages. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à Philippe Séguin de s'affirmer comme orateur, puisqu'il a retourné la salle du congrès du RPR à son avantage par son talent. Enfin, c'est très bien raconté par les témoins de l'époque. On commence à parler tout bas, puis avec le ton qui est monté, etc. Et puis une détermination extraordinaire. Et puis ils sont restés relativement alliés dans un mouvement qui était assez limité, un peu composite. Ils ont publié deux fascicules ensemble sur un programme futur pour la France. Pasqua a amené des moyens, des troupes, une stratégie, une certaine voilà, une faconde aussi. Sans Pasqua, ouais. Oui. Mais il avait le score du référendum n'aurait même pas été celui-là. Il n'y avait pas la stratégie de conquête du terrain. Séguin portait la voix, portait parfaitement le discours, mais la stratégie de conquête du terrain, des élus locaux de l'époque, la logistique, qui n'osaient pas prendre position. Quand on était responsable RPR comme moi d'un grand canton, je peux vous dire que la période était très chaude. Pasqua lui a apporté ce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire les équipes, la logistique, la connaissance des les relations avec les élus, etc. Ça c'est absolument certain. Et lui, il amenait à Pasqua, voilà, son talent. Ensuite, ils se sont dissociés
Ils se sont dissociés lorsque, de manière très nette, ils sont restés liés jusqu'au début 93, ils se sont dissociés quand Pasqua est entré dans le gouvernement Balladur, poussé par d'autres... dire que ça a ringardisé Séguin, non, ça serait excessif, ça n'a pas ringardisé. C'était une alliance un peu curieuse, je me souviens quand ils se parlaient, ils avaient quand même une sorte de complicité, parce que c'était quand même des grandes gueules tous les deux, des grands caractères, ils avaient en commun d'être des méridionaux assez froids. Mais c'est vrai qu'on se disait que ça ne pouvait quand même pas aller très très loin, parce que Pasqua restait quand même quelqu'un qui était dans la machine politique. Enfin, il a fait preuve ensuite, il a montré que ses convictions, il y tenait, il a été capable de prendre ses distances à un moment donné de manière assez nette. Mais on se disait que quand même, c'était pas tout à fait accordé. On voyait plutôt un lien possible avec quelqu'un comme Chevènement, et d'ailleurs on disait très tôt, on a dit à Séguin, vous n'êtes pas le Chevènement de la droite. Lui-même m'a dit, je me souviens, début 90, vous avez compris que Jean-Pierre Chevènement et moi sommes d'accord. Il ne m'a pas dit que nous allons nous mettre ensemble. Et il s'est mis avec Pasqua, parce qu'il savait que lui, Séguin, il était quand même tributaire de sa famille politique, et Chevènement savait la même chose. Et puis Chevènement était encore, lui, dans une autre logique. C'est pas tout à fait les mêmes tempéraments, ni tout à fait la même chose. Même si là, on trouve aussi chez Chevènement une capacité intellectuelle et une capacité d'analyse très grande. Donc non, je ne dirais pas que ça l'a ringardisé, je dirais que ce qu'il craignait, et c'est pour ça qu'il s'était un peu écarté de Marie-France Garot au moment du débat sur Maastricht, c'était pas tellement Marie-France Garot qui redoutait, mais c'est un petit peu ce qui est autour de lui. Il craignait de transformer un peu en Debré, en Michel Debré, hein, rassurez-vous, je parle de Michel, il craignait d'être transformé en Michel Debré du gaullisme, et donc qu'on en fasse une sorte de vieux nostalgique, etc. Et il y avait un peu ce danger avec Pasqua, qui avait aussi, comme ce côté, il y avait une question de génération aussi, il y avait un peu de danger avec Pasqua. Mais en même temps, c'était pas tout à fait... quand ils ont fait cette sorte de programme un peu commun, si je puis dire, après Maastricht, avant les élections de 93, sur l'aménagement du territoire, sur les grands dossiers politiques du moment, on voyait qu'ils n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde, que Pasqua était plus sécuritaire, Séguin plus social. C'était un peu hétérogène. Donc plutôt qu'un risque de ringardisation, je crois que c'était plutôt... Et puis il y avait un déséquilibre trop grand. Enfin, c'est vrai que Pasqua, c'était vraiment la logistique. Séguin était trop autonome, trop indépendant, trop solitaire. On retombe toujours sur le même problème. Mais enfin, c'est des destins, je le redis, hein, des grands destins solitaires, il y en a eu. Le problème, c'est qu'il faut que les circonstances s'y prêtent. Oui. Allez-y. Oui, Arnaud, dans votre long article de l'Express du 8, l'interview, ouais. Le discours sur l'État fait défaut à la France. On vous comparez la situation de 58 avec la décolonisation à celle d'aujourd'hui, le défi de la mondialisation, et vous dites que la réponse est le déploiement de la puissance publique et de l'État, car tout, dans une société très fragilisée comme la nôtre, devient régalien, y compris même le ministère de la Culture. Mais je vous ai posé la question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, mais je vais peut-être répondre. Le problème, c'est que nos dirigeants actuels, c'est un peu comme avant le référendum sur le traité de Maastricht, où tout le monde était, il y avait un consensus, nos dirigeants de droite et de gauche, comme les dirigeants européens, sont tous sur la ligne, il faut réduire l'État, le rôle et le poids de l'État. Donc comment est-ce que on peut vendre cette idée avec laquelle, bien sûr, je suis d'accord, qu'il faut un grand déploiement de la puissance publique pour nous en sortir. Je crois que la première chose, qu'il faudrait que la droite, entre guillemets, qui reste, c'est-à-dire tout à fait théorique, et dans la filiation présumée du gaullisme, enfin,
sujet compliqué. D'abord, renouvelle un peu ses sources d'information. La matrice, par exemple, de la campagne de François Fillon, c'était l'IFRAP. C'était Mme Verdier-Molinier, qu'on voit partout, qui est une personne tout à fait charmante, mais enfin qui dit des choses souvent énormes, et qui d'ailleurs qualifie d'État et de fonctionnaires des gens qui ne sont ni fonctionnaires, ni agents de l'État, et qui mélange tous les chiffres, etc. Moi-même, lors d'un débat, je l'ai invité à se reporter, à aller sur le site du Conseil d'analyse économique, où il y a une excellente note qui a été publiée, qui n'est pas faite par des étatistes forcenés, mais par des économistes. Cet été, l'été dernier, une note qui détruit l'idée que l'emploi public a explosé en France et que c'est l'emploi public qui est à l'origine des difficultés budgétaires majeures de la France, qui relativise beaucoup ces choses. Et puis de toute façon, la politique, c'est l'action à un moment donné. Ce que le débat Fillon-Juppé ait pu porter presque entièrement sur la question de savoir s'il fallait supprimer 500 000 emplois de fonctionnaires ou 200 000, 300 000, je ne me souviens plus, c'est ahurissant. Puisqu'on sait que la France est confrontée à effectivement une situation extrêmement périlleuse, non seulement sur le plan social à cause des effets de la mondialisation, enfin, ne serait-ce que sur le plan de la sécurité intérieure. Il y a une fragilité de la société. La population française a augmenté de 20% en 20 ans. L'emploi public n'a pas augmenté de 20% en 20 ans, mais sûrement pas en tout cas l'emploi public de l'État. Et puis il y a des difficultés majeures aujourd'hui. Le fait que la culture, c'est redevenu, d'ailleurs est-ce que ça a cessé d'être un sujet régalien, le fait que la culture, il doit y avoir une politique culturelle de l'État, extrêmement, c'est pas moi qui le dis, c'est Fleur Pellerin qui l'a dit au lendemain de l'attentat du Bataclan. Je préfère Fleur Pellerin, contraint et forcé, mais elle l'a dit, elle n'a fait que dire une vérité, elle a dit il faut se réarmer culturellement, ça suffit pas, voilà. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui tout redevient régalien, l'école, enfin, c'est évident, ça ne veut pas dire que tout est régalien pour la vie. Donc la droite s'est bâtie une sorte de petite boîte à idées toute simple, dont les éléments sont fournis par ce que j'ose à peine appeler des think tanks, et où on vous dit, ben voilà, le régalien c'est ça, bon d'accord, le régalien c'est ça, et encore, si on respectait vraiment le domaine du régalien, et puis tout le reste, c'est le champ de la gouvernance, le libre marché, etc. C'est méconnaître les conditions dans lesquelles vit la France aujourd'hui, pas seulement la France, l'Europe aussi, d'autres États européens. Effectivement, le rapport avec la mondialisation, entre mondialisation et décolonisation, j'ai toujours été frappé par le fait que la Ve République, on oublie que la Ve République, elle est née en 58 de la mort de la quatrième, elle est née de la mort de la quatrième, qui n'a duré quand même qu'une douzaine d'années, et la Ve République a mis fin, quelquefois de manière douloureuse, pas toujours, mais de manière particulièrement douloureuse en Afrique du Nord, en Algérie, a mis fin à la colonisation qui était une nécessité inéluctable, et l'a fait accepter à un peuple qui, 12 ans plus tôt, ne voulait pas en entendre parler. La France est sortie de la guerre avec l'idée que ça repartait comme avant. Et on comprend pourquoi, puisque De Gaulle avait réussi, De Gaulle et l'armée française, la résistance et l'armée française reconstituée avaient réussi à remettre dans le camp des vainqueurs ce que la relecture historique aujourd'hui essaie de faire disparaître, avait réussi à remettre effectivement, et pas seulement par une sorte de mensonge, avait réussi à remettre effectivement la France dans le camp des vainqueurs entre 1943 et 1945. On s'est battu en France jusqu'au dernier jour. Ça ne date pas du débarquement du 6 juin, la fin de la guerre en France. Donc la France a terminé la guerre dans le camp des vainqueurs, ce miracle que De Gaulle a accompli, qui est une réalité, qui s'est concrétisée de manière très forte, mais ensuite, les Français ont eu du mal à admettre que, par contre, le format allait changer, comme les Anglais l'ont peut-être admis plus facilement. Et De Gaulle a fait accepter cela, mais en proposant un projet qui était adossé à l'État, à une vision de l'économie qui n'était pas étatiste. On parle beaucoup, de manière régulière, du plan RUEF, de tout ce qui a été l'histoire des débuts de la Ve République, ce qu'on peut appeler une forme de libéralisme d'État que De Gaulle a mis en œuvre. Mais l'économie était subordonnée à une vision politique, à une conception de la grandeur qui était censée prendre le relais à quelque chose. Aujourd'hui, on n'emploierait peut-être pas le terme de grandeur, mais enfin le terme d'autres termes. Voilà. Et je pense que Philippe Séguin disait la même chose pour la mondialisation. Et pour ça, il faut un État fort. Il faut un État fort parce qu'il
D'abord parce que c'est dans la tradition française, et puis parce qu'il y a besoin d'un État fort, et dans des secteurs qui vont bien au-delà de ce qu'on appelle le régalien est mouvant. Il est si mouvant d'ailleurs que la monnaie ne fait plus partie du régalien, comme vous le savez. Donc ça prouve que ça bouge dans les deux sens. Mais ça bouge aussi dans l'autre sens. Il y a des reconquêtes à faire. Le régalien, de toute façon, ce qui est régalien, l'État est quelque chose qui naturellement reprend des compétences par nécessité. Vous verrez qu'en matière d'environnement, d'écologie, rien ne se fera si l'État ne reprend pas les commandes. Parce qu'il faut de la contrainte publique, et il n'y a que l'État qui peut produire la contrainte publique. Donc ça se fera. La question est de savoir si ça se fera de manière politiquement assumée, ou si ça se fera par morceaux dans la confusion du discours politique. Monsieur? Et comment vous expliquez, il y a monsieur là-bas aussi, comment vous expliquez justement qu'il était plus en retrait en fait au moment du psychodrame du référendum sur la Constitution européenne, sachant que c'est vrai qu'à l'époque, certaines personnes ont pu être un peu désappointées vis-à-vis de sa position. Je sais que c'est le cas. Alors vous parlez du référendum de 2005. Ah oui, mais alors il n'était plus. Oui, non, il n'était plus, mais c'est vrai que parmi les gens qui s'y opposaient, en fait, effectivement, il y avait une espèce d'envie, une attente un petit peu de l'entendre plus sur ce sujet, de voir se manifester un peu plus. Il était premier président de la Cour des comptes, et il était dans une situation. Je me demandais s'il n'y avait pas eu, en fait, parce que vous en avez parlé, son rapport distant avec mai 68, le fait qu'il considérait l'édifice un peu comme une ébranlable, et le fait qu'il ait assisté d'aussi près à ce qu'on peut considérer comme le détricotage institutionnel de la Ve République, donc tout ce qui est décentralisation, le quinquennat, la dissolution, etc. Est-ce que ça n'a pas produit chez lui une forme de découragement, évidemment? Si, mais en même temps, il se rebellait. J'ai plus d'éléments sur le deuxième, quelque chose, parce que là, puisqu'on a parlé ensemble de manière très précise, lorsqu'il y a eu la révision constitutionnelle de 2008, il voulait absolument convaincre Sarkozy de renoncer à la révision. Il considérait que c'était la liquidation du parlementarisme rationalisé, la liquidation de la Ve République. Et je sais qu'il voulait écrire une longue lettre à Nicolas Sarkozy pour l'en dissuader, pas une lettre publique. Il voulait l'en dissuader. Je ne sais pas si cette lettre, il l'a envoyée ou pas. Non, il était dans une situation... Ce qui est certain, c'est que dans la dernière année de sa vie, en 2009, il a commencé quand même, il a observé vraiment une réserve quand il était premier président. Chez Séguin, il y a quelque chose qu'on ne peut pas totalement négliger et qui explique sa conception aussi très technicienne de la politique. C'était un haut fonctionnaire dans l'âme. C'était un politique, c'était un élu, il adorait le Parlement, il adorait la vie parlementaire, c'était un grand élu local, mais c'était aussi un haut fonctionnaire. Il y avait un côté grand commis d'État qu'il avait toujours gardé, qui était un peu son assomption sociale et personnelle. Et donc, c'était pas simplement... il ne s'abritait pas derrière sa première présidence de la Cour des comptes. Il était vraiment convaincu qu'il avait une certaine tenue à observer. C'est quelqu'un qui, toujours, dans toutes les circonstances de sa vie, était obsédé par l'idée que quand on exerce une charge publique, comme disait Richelieu, il faut être en sa charge. Le désordre vient quand plus personne n'est en sa charge. Donc, quand on est président de la République, il y a des choses qu'on dit, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Quand on est Premier ministre, quand on est premier président de la Cour des comptes aussi. Mais dans la dernière année de sa vie, quand on voit les interviews, je ne parle pas de ce qu'il disait en privé, mais dans les interviews, il commence quand même à dire des choses très sévères, notamment dans les derniers mois. Il y a une interview en particulier par Saïd Maran du Point qui doit dater du mois de novembre 2009, 2 mois avant sa mort, où quand même il commence à lâcher des choses particulièrement sévères sur la politique suivie. Et puis comme premier président de la Cour des comptes, il a été un petit peu un vilain garnement aussi. On se souvient d'un rapport sur l'Élysée. Enfin, il a quand même fait sentir quelquefois la pointe de ses griffes. Et pour en avoir parlé avec des gens qui étaient à l'Élysée à l'époque, ils s'en souviennent et lui en veulent. Mais comme vous le dites vous-même, tant qu'il restait président de la Cour des comptes, c'est comme s'il avait été rattaché. Il aurait fallu qu'il démissionne, qu'il rentre en politique. Mais il n'avait plus de siège parlementaire, il n'avait pas de groupe. Mais avant sa mort, il voulait reconstituer, il semblait vouloir reconstituer une petite équipe autour de lui. Et François Morvan. Il y avait un monsieur là-bas aussi qui, depuis un moment, qui voulait... Oui, pardon. Mais j'ai eu la chance de rencontrer
rencontré Philippe Séguin à 3 occasions. Il y a déjà en 86, quand il était ministre du Travail, des Affaires sociales et du Travail, lors d'une réunion qui avait été faite au sein de l'APR dans le 12e, où il était resté à un moment donné à discuter. Et il y a une chose que j'ai remarqué lorsque je discutais du ministère du Travail, du ministère des Affaires sociales avec des syndicalistes par la suite, je n'ai jamais entendu de mots négatifs en dehors de ces pics de colère, mais ça c'est autre chose, mais je n'ai jamais entendu de propos réellement négatifs le concernant. Il a, je crois, laissé une assez bonne image en tant que ministre à cette époque, et je parle y compris de gens qui étaient quand même des engagés syndicalistes. Au moins, on trouvait en Philippe Séguin quelqu'un qui était sincère, il disait ce qu'il avait à dire, même si ça ne plaisait pas. Mais alors, ça, c'est le... oui. Une deuxième chose, il y a eu, Maastricht, ne revenons pas. En revanche, il y a deux questions que je voudrais vous poser. S'il y a quand même quelqu'un qui lui doit son élection présidentielle, c'est Jacques Chirac. Je suis de ceux qui étaient, à l'époque, partagés, comme beaucoup, entre Balladur et Chirac. Il y a eu un discours important sur la fracture sociale, qui n'est pas d'ailleurs seulement dû qu'à Philippe Séguin, qui était dû aussi, même s'il a pris son envol différemment à Henri Guénaud, Jacques Chirac a été élu sur cette fracture sociale. Il a trahi, puisque à peine 2-3 mois après son élection, il explique que oui, il fait comprendre qu'on pouvait promettre n'importe quoi, et comme Aurélie Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Or, je maintiens que la fracture sociale ne s'est pas résorbée ni sous Chirac ni après, mais je reste quand même attaché à l'idée que Chirac porte une responsabilité, car il y avait justement la possibilité de revenir à cette idée de ce qu'on appelle le gaullisme social. Il faudrait redéfinir. Je voudrais savoir comment Philippe Séguin a perçu le retournement de veste bien connu de M. Chirac, trahissant Chaban, trahissant Giscard, etc. Et la deuxième chose, je l'avais rencontré au moment de la campagne municipale. Je n'ai toujours pas compris ce qu'il est allé faire dans cette galère. J'étais, à l'époque, j'étais dans le quartier latin, j'enseignais dans le quartier latin, et j'avais soutenu, parce que je connaissais un peu Henri Guénaud, qui était contre Jean Tibéri, mais je me suis toujours demandé, d'ailleurs, les Guignols ont été un peu méchants en représentant régulièrement Philippe Séguin, se fouettant comme étant en effet un sadomasochiste, si on peut dire. Je ne sais pas ce qu'il est allé faire dans cette galère. Alors sur le premier point, en 95, je crois qu'il a vite compris que Chirac Chirac était assez opportuniste, parce qu'il voyait très bien quand même que ceux qui étaient autour de Chirac étaient sur une ligne tout à fait différente, qui pouvaient se défendre d'ailleurs, mais il fallait le dire pour l'élection, et dire on a des critères à respecter à telle date, il y a la perspective de la monnaie unique, etc. On privilégie une certaine politique par rapport à un certain objectif, il fallait l'assumer. Or, le discours effectivement de campagne de Chirac n'était absolument pas en cohérence avec ce qu'il a fait quasiment aussitôt, une fois qu'il était élu. Et je crois que ça, Séguin l'a compris avant même l'élection, et qu'il était un peu sans illusion. Mais en même temps, peut-être, il avait été tellement irrité par la façon dont on présentait l'élection de Balladur comme une chose acquise. Et puis il aimait l'action, il aimait la politique, il aimait agir, mais je crois qu'il a compris assez vite, il n'a pas été surpris tellement par l'attitude de Chirac. Il y a eu l'illustration de plus d'un caractère qu'il connaissait, qu'il avait vraiment déjà éprouvé. Et puis ils avaient quand même été dans une situation assez conflictuelle au début de 1990. Et en 92, au moment de Maastricht, il a quand même forcé Chirac à un peu sortir du bois. Pas tout à fait, il aurait dû sortir. Il a forcé à sortir du bois. Sur Paris, oui, c'est une énigme.
un certain nombre de personnes, dont je fais partie à mon modeste niveau, ont essayé de le dissuader d'aller dans ce combat qui paraissait tout à fait périlleux. Autant en 1995, il aurait eu tout intérêt à prendre la mairie de Paris, parce qu'on ne pouvait pas la lui refuser. Et là, il aurait eu à la fois un terrain d'action fabuleux. Quand on voit le grand-maire qu'il était Épinal, on imagine qu'il aurait pu à Paris, même dans cet univers immense, faire des choses remarquables. Mais il n'a pas pris cette chance en 1995. Il était évident, et il est tombé peut-être la première, je me rappelle, il était évident que jamais Jacques Chirac et son entourage ne l'auraient laissé en 2001 prendre la mairie de Paris. Enfin, c'était de même que je crois que la droite française a fait une croix sur la ville de Paris, délibérément, depuis un certain nombre d'années, parce que avoir un rival possible maire de Paris, c'est inadmissible. Donc je crois que Paris était abandonné, enfin les électeurs parisiens de droite, si je puis dire, de la droite et du centre, on va dire, ont été abandonnés à leur sort il y a un certain nombre d'années pour des raisons strictement politiciennes, et que Séguin ne l'ait pas vu. Ensuite, qu'il ait voulu aller jusqu'au bout, on peut le comprendre, parce qu'il ne pouvait pas s'en aller, encore qu'il aurait pu, lorsque, au 14 juillet, Jacques Chirac a refusé de choisir entre Tibéri et lui, il aurait pu claquer la porte en disant, écoutez, le combat est impossible. C'est un peu énigmatique, mais ça, je pense qu'il y a eu des jeux d'influence auprès de lui, de gens qui le poussaient. Je pourrais citer aussi un autre moment, c'est quand il a quitté le RPR en 1999 et qu'il s'est retrouvé à l'Assemblée. Il n'avait plus son mandat de maire, mais il était toujours député des Vosges, il était ancien président de l'Assemblée, je revois très bien son bureau, et il avait démissionné de manière tout à fait honorable et tout à fait compréhensible. Et déjà, des gens lui avaient écrit, des gens illustres, pour lui dire à quel point il a eu raison de sortir de cette situation. Je me souviens d'une conversation, enfin je ne sais pas dit ça dans le livre, mais une conversation qu'on a eue, et je me dis, écoutez, maintenant, vous faites partie de ces gens qui ne sont pas nombreux en politique, dont le silence a plus de prix que la parole à un certain moment. Donc, ne dites rien, et ne parlez que dans quelques temps sur un sujet vraiment capital. Mais plus vous vous tairez, plus vous inquiéterez. Et il a très vite repris le chemin des plateaux de télévision ou de radio, parce que je crois qu'il avait du mal à rester dans cette situation, parce que d'abord, il y avait des gens qui, autour de lui, lui disaient « on va vous oublier », ça c'est le discours éternel qu'on tient en politique, il faut vraiment être le général de Gaulle pour résister à ces pressions-là, et ce sont des pressions qui comptent. Et puis parce que je crois que c'était un homme qui était, encore une fois, un solitaire qui n'aimait pas la solitude. Et il aimait travailler, et il avait peur de s'ennuyer, il fallait toujours qu'il agisse. Il ne pouvait pas rester totalement silencieux. Et alors la mairie de Paris, peut-être que ça a été le désir de retourner dans l'action politique, et ça a été très certainement la plus grosse erreur de sa carrière, ça c'est absolument certain. Monsieur François, moi je n'ai pas lu votre livre, je vais m'empresser de le faire, mais quand je vous écoute, je suis frappé de quelque chose. Si nous regardons depuis 30 ans ou 40 ans, comme vous racontez, ce processus de dégaullisation, ce processus d'abandon de la souveraineté française au processus dit de mondialisation, il y a eu quand même 3 figures politiques qui ont émergé et qui s'y sont opposées. Il y a Philippe Séguin, il y a Jean-Pierre Chevènement et il y a Nicolas Dupont-Aignan. On est frappé de la similitude des parcours. Parce que quand on regarde Philippe Séguin et ce discours à l'Assemblée nationale de 92, il annonce une fracture radicale. Il dit il y a 2 options. Il y a ceux qui pensent que la France, ça ne compte plus, et puis il y a ceux qui pensent que la France, ça compte, et le processus européen tel qu'il est fait va inexorablement détricoter la France. Donc on n'est pas dans une petite question, on est dans une question absolument cardinale. 3 ans après, il soutient Jacques Chirac à la présidentielle, qui lui a entièrement retourné sa veste sur la question. Donc on ne peut pas rétrospectivement ne pas penser, et je ne sais pas, une critique au personnage, à son intégrité, à sa moralité, c'est pas... mais le fait est qu'il y a une sorte quand même de renoncement. C'est au moment où le référendum, vous l'avez bien rappelé, le référendum sur Maastricht est gagné à très peu de choses,
on est quand même dans une situation où, si un homme comme Philippe Séguin décide de ne pas renoncer, il a quand même énormément de cartes. Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, il mène la campagne qu'il a menée, il suscite un élan considérable, et au moment où il faut franchir un certain Rubicon, vous avez vous-même utilisé l'expression, qui est dans sa campagne, d'accueillir dans sa campagne un souverainisme de droite officiel, je dirais avec Philippe de Villiers, renonce. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Puis Nicolas Dupont-Aignan, dans un moindre volume, connaît une ascension, et au moment où on est sur une ligne de crête qui commence à porter, décide de revenir dans un jeu politique traditionnel avec le discours qui tient aujourd'hui, l'union des droites, etc. Et moi, la question que je me pose, et je me dis, mais si nous réfléchissons à ce qu'était le personnage de Charles de Gaulle, c'était pas un homme politique. Il était extérieur au système politique. Sa carrière, son existence, elle se situait en dehors de la politique. Donc ma question est la suivante, est-ce que vous pensez, et ma pensée là-dessus n'est pas arrêtée, mais on peut tout de même s'interroger sur le fait de savoir si vraiment c'est dans le cadre du système politique actuel que pourra vraiment émerger ce qui est nécessaire pour ce pays. Est-ce qu'il n'y a pas une combinaison, je dirais, interne au système politique et d'extérieur au système politique qui peut vraiment apporter une martingale qui réussisse? Sur le... Une guerre. Sur... je pense que... Oui, il n'y a pas seulement les circonstances. Hein. Non, mais il y a je parle des personnages et du lieu d'où ils parlent. Non, mais ce que vous dites est important et m'amène à faire une précision à ce sujet. Je pense que Philippe Séguin, c'est quelqu'un qui... De Gaulle n'était pas un politicien, mais c'était un politique. Si on visitait bonne visite guidée du bureau du général de Gaulle et de la façon dont il traitait il agençait ses visiteurs montre que c'était quelqu'un qui maîtrisait la substance même du jeu politique, la substance humaine du jeu politique d'une manière très remarquable. Mais de Gaulle était quelqu'un quand même qui ne renonçait pas. C'est-à-dire, je pense que Philippe Séguin considérait que tout n'était pas perdu. Maastricht, le oui l'avait emporté, il disait oui a gagné, on n'y peut rien. Mais ça ne voulait pas dire que tout était perdu. Et je pense que ce qui, dans le discours sur l'Europe, manque souvent, je ne suis pas en train de m'adresser à vous, hein, je ne vise pas, je pense notamment au discours souverainiste. Je pense qu'une des limites du discours souverainiste, c'est qu'il met l'accent exclusivement sur l'Europe et pas assez sur l'État. Séguin, comme de Gaulle, croyait que la France gardait le ressort de l'État et qu'on pouvait encore faire des choses, on pouvait encore modifier les choses en jouant des circonstances. N'oubliez pas quand même si quelquefois ça paraît un peu étrange et surréaliste, on a vécu pendant 2 ans en état d'urgence, et même si tout le monde n'a pas perçu les conséquences pratiques de l'état d'urgence, c'était quand même, par certains côtés, un état d'urgence, quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé. Et tout ça, la France aujourd'hui est tenue à bout de bras par l'État, même si personne n'a l'air de s'en rendre compte. Et donc, Philippe Séguin était très gaulliste en ce sens qu'il pensait que l'État c'était un ressort. Et dans ma carrière, pas une carrière hyper opérationnelle ou fonctionnaire, intellectuel, je dirais. Mais enfin, j'ai toujours été frappé. Au début, j'étais un peu désespéré à certains moments de ma carrière. Et puis je me suis aperçu, au fil du temps, que l'État, c'est un vieil animal. Hein. C'est un vieil animal qui respire, qui bouge, qui se défend, pas toujours de la façon dont on le dit, c'est-à-dire en défendant ses corporatifs, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de ressort qui n'est pas totalement brisé, malgré tous les efforts qu'on a fait pour le rompre. Et c'est ce que je reproche un peu au discours souverainiste souvent, c'est qu'il oublie la France à force de parler de l'Europe, qui est une... Je comprends pourquoi, mais voilà, rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. Et notre ressort en France, justement, c'est la puissance morale de l'État, une certaine qualité, qui n'est pas universelle, mais je le dis aussi, une certaine qualité de la fonction publique française, qui est une organisation qu'on rencontre à tous les niveaux de la hiérarchie, chez les hauts, chez les moyens, chez les petits fonctionnaires,
des gens qui sont d'une qualité remarquable. Et ça, c'est quelque chose sur lequel ce côté grand commis de Séguin n'a jamais quitté. Donc pour lui, rien n'était jamais perdu. Rien n'était jamais perdu. Voilà. Il me semble qu'il faut toujours rééquilibrer un peu le discours et que c'est le défaut du mot souverainisme, c'est qu'il enferme, les perspectives de reconstruction politique dans une sorte de relation conflictuelle avec l'Europe. Alors d'une certaine manière, je dirais que l'Europe elle est presque dépassée. Hein, c'est une relation avec le monde et puis une relation avec nous-mêmes, avec notre culture, avec nos institutions. Donc, et en ce sens, je crois qu'il n'avait pas renoncé. Bien, nous prenons en compte votre contribution au débat et nous l'inscrivons naturellement ce sujet passionnant à l'ordre du jour de nos prochaines réunions. Vous faites partie de nos commissions. C'est vrai. Vous n'apprenez pas mal. On ne peut pas dire bien au contraire. C'est une contribution et c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de parler de souverainisme. Bien sûr, l'État, bien sûr le service public, bien sûr la permanence de la France institutionnelle, administrative, fonctionnelle, etc. Merci de vous joindre à nous comme vous le voulez. C'est presque fait. Éric. Oui, alors François m'a littéralement soufflé ma question, comme quoi on était fait pour travailler ensemble. Mais alors j'en ai une autre, une question peut-être qui va fâcher. Je vais rester sur le fameux discours du 5 mai 1992, qui, comme je le rappelle dans un dictionnaire auquel nous avons tous les deux collaboré, qui sont aujourd'hui dictionnaire des conservatifs, m'est donné l'article souverainisme et l'acte de fondateur du souverainisme français. C'est un discours qui dure 2h25 qui était absolument fulgurant et qui ne parle pas que de l'Europe, puisque oui, tout à fait. Philippe Séguin parle de l'État, il parle de l'histoire, il y avait une vraie vision de l'histoire, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a un DEA d'histoire fait à Aix-Marseille avec Pierre Piral. Sur Napoléon III. Exactement. Et puis il parle également de la mondialisation, il annonce tout ce que nous vivons aujourd'hui dans le cadre de la mondialisation. Alors, où je rejoins tout à fait mon ami à ma droite, c'est qu'il avait un boulevard devant lui, bien que, effectivement, le oui l'ait emporté. Et il va renoncer, il va baisser les bras d'une certaine façon. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il mettait de l'eau dans son vin en 1996, quand il voit les difficultés d'Alain Juppé, en espérant éventuellement prendre sa place. On connaît tous Chirac, on ne voulait pas du tout lui confier le poste de Premier ministre, mais peut-être espérait-il finalement qu'il allait le convaincre de lui céder de ce poste de Premier ministre. Mais alors, Philippe de Villiers a publié un livre, voilà 2-3 ans, et il ne dit pas ça, lui. Il dit que dès le lendemain de la victoire du oui au référendum, Pasqua et Séguin se sont satisfaits en fait du résultat parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de la victoire, si victoire il y avait. Alors, moi, je crois à cette histoire, je n'ai pas été témoin, je peux témoigner de l'état d'esprit dans lequel était, jusqu'à un certain point. Le moment où je suis devenu le plus proche de lui, c'était en termes professionnels, c'était en 95. Je ne sais pas, honnêtement, je connais cette histoire, mais ça m'a tout l'air d'être une boutade. Je vois tout à fait Séguin et Pasqua disant qu'est-ce qu'on aurait fait de cette victoire. Ça m'a l'air d'être je crois entendre Séguin. Je crois que c'est pas à prendre. Si cette phrase a été prononcée, je ne crois pas qu'elle soit à prendre au premier degré. Villiers la présente comme. Voilà, le problème est là. Oui, c'est la ligne. Alors malheureusement, voilà. Il y a des gens qui travaillent et qui aimeraient rentrer chez eux, je pense, en bas. Donc on nous demande gentiment d'arrêter. Alors on va quand même tricher un tout petit peu. Je vais laisser Dominique tricher. Voilà. Donc, on nous demande de quitter les lieux, si je comprends bien. Voilà. Donc s'il y a encore une ou deux questions brèves, et la réponse aussi, si vous voulez bien. Je suis désolé, nous continuerons la discussion sur le trottoir, ailleurs, dans l'autre sens, quand vous voudrez. Alors, une, deux, monsieur d'abord et monsieur ensuite, oui. Excusez-moi, c'est juste pour Jean-Pierre Chevènement. J'ai cru comprendre que vous disiez qu'il voulait accueillir Philippe de Villiers. J'ai peut-être mal compris, mais moi j'étais dans l'équipe de Jean-Pierre Chevènement. Je venais de l'URPF de Charles Pasqua, et je suis passé avec William Abitbol, Florence Kuntz et aussi Paul-Marie Couteau. Et à l'époque, moi je sais ce que c'est passer d'une rive à l'autre. Déjà quand j'ai quitté la rive droite du RPF, entre guillemets, j'ai été pris pour un traître. Quand je suis arrivé sur l'autre rive, j'étais guère mieux accueilli. Parce qu'en fait, j'étais un gars de droite, alors que je n'étais pas de droite du tout. J'étais gaulliste
amoureux de la France et qu'aller vers l'autre rive. Ma démarche était différente. Donc voilà, la démarche de Jean-Pierre Chevènement, c'était un peu comme si Séguin, il n'a pas osé couper le lien avec sa rive d'origine. On le vit chez nous. Ses idées. Voilà. Bon, si vous me permettez de me substituer un instant à vous, vous me répondez ensuite, c'est naturellement au cœur de notre problématique. Et puisque moi aussi, en somme, il n'y a pas que cela ici, il y en a beaucoup. Moi aussi, j'ai fait partie de la campagne de Jean-Pierre Chevènement, d'assez près, et j'ai été déçu lorsque, effectivement, la question de l'appartenance à la gauche ou à la droite est apparue à ses yeux, tout d'un coup, beaucoup plus importante que la question de la France. C'est exactement contre ce genre de comportement et ce genre de choix que nous nous élevons. C'est pour cela que nous existons, pour aller au-delà, pour qu'il y ait effectivement une correspondance ou des ponts entre les deux rives. Et il y a des questions qui effectivement, pour nous, transcendent les questions partisanes et le clivage partisan. Et là, il ne faut pas se tromper. Il est évident qu'il y aura toujours une naissance de la droite et une naissance de la gauche. Il est évident qu'il y a le progrès, le mouvement et la réaction, l'immobilité. Il est évident qu'il y a la préoccupation de justice sociale et la préoccupation de l'ordre, etc., etc. Mais ce sont quelquefois des questions moins importantes que les questions fondamentales qui se présentent à nous. Oui, dans la volonté de Philippe Séguin de ne pas franchir le Rubicon, est-ce que justement, même si ça a déçu beaucoup de gaullistes, une explication ne serait peut-être pas le fait que finalement le loyalisme au parti politique est inscrit dans l'ADN du mouvement gaulliste dès le départ? Même s'il y a eu des tentatives en 81, on pense notamment à Michel Debré, ou en 99, et ça fait quoi? Tout à fait, ça fait partie, oui, et ça vient des racines UNR, UDP, donc quand même Philippe Séguin a grandi politiquement dans cet univers, et la meilleure preuve c'est qu'il a refusé d'adhérer à l'UMP, parce que pour lui l'UMP n'avait plus rien à voir avec ce qu'était quand même encore le RPR. Oui, je crois que ce que vous dites est très vrai, ça fait partie, oui, je pense que ça peut aussi expliquer beaucoup d'autres attitudes individuelles vis-à-vis du RPR et le changement par rapport à la matrice, si j'ose dire, UMP, qui est bien différente, en quelque sorte. Nous avons fait une réunion le 23 septembre qui a été placée sous l'égide de la phrase suivante, si subtile et si vraie, de Winston Churchill. J'ai changé de conviction pour ne pas quitter mon parti, ou bien j'ai quitté mon parti pour ne pas changer de conviction. C'est un choix qui, à un moment ou à l'autre, on peut parfois bien se poser. Bien.